Gaëlle Marguin. Oui, bonjour Marion. Donc, tu es la directrice de l'association Petit Cœur de Beurre qui s'occupe des enfants et des adultes ensuite qui sont nés avec une cardiopathie congénitale. Donc, est-ce que, en introduction, tu pourrais nous expliquer ce terme un peu barbare pour les personnes qui n'ont jamais entendu ce mot-là? Mais tu as raison, c'est un terme un peu barbare pour tous les diagnostics. Quand on nous annonce cardiopathie congénitale, on débarque un peu. En fait, c'est tout simplement des malformations du cœur qui se passent lors du développement du fœtus. Donc, des malformations du cœur dès la naissance. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu quelques informations sur les personnes concernées? Combien de personnes est-ce que la cardiopathie congénitale touche? Ça concerne beaucoup de gens. Un enfant sur 100 aujourd'hui naît avec une malformation du cœur. Alors, toute la complexité, c'est que ça paraît beaucoup comme ça. Un chiffre, pour vous donner un ordre de comparaison, la mucoviscidose, tout le monde connaît. Les cardiopathies congénitales, on ne connaît pas, alors que les cardiopathies congénitales, c'est 58 fois plus de cas que la mucoviscidose. Toutefois, il existe plus de 300 cardiopathies congénitales différentes référencées aujourd'hui. Donc, on relève malgré tout aujourd'hui des maladies rares. On est sur un réseau de maladies rares. Aujourd'hui, on est sur le 3e plan en France des maladies rares. Donc, plus de 300 malformations cardiaques. C'est des malformations qui aujourd'hui sont plutôt bien prises en charge. Il y a eu des gros progrès en matière de chirurgie ces dernières années. Et aujourd'hui, le chiffre de survie à l'âge adulte, il est de 90% de ces enfants qui atteignent l'âge adulte. Et encore, ce chiffre, il est un peu vieux, donc je pense que maintenant, on est un peu au-dessus. On a du mal à avoir une épidémiologie exacte en 2020, mais aujourd'hui, des grosses espérances de vie sur les cardiopathies congénitales. D'accord. Et alors, que fait l'association au niveau des porteurs de cardiopathie congénitale? Alors, nous, on accompagne les patients finalement du fœtus à l'âge adulte. Donc, on accompagne les patients qui sont encore des fœtus, c'est-à-dire qu'on accompagne plutôt leurs parents, on accompagne plutôt leurs familles qui viennent d'apprendre le diagnostic. Il faut savoir qu'en France, on n'est pas trop mauvais sur le diagnostic anténatal. Donc, on a souvent des parents qui font appel à nous parce qu'ils viennent d'apprendre le diagnostic qui souvent a lieu à l'écho morpho, l'écho du trimestre 2. Certaines cardiopathies ne peuvent pas être diagnostiquées dès la naissance, donc il peut y avoir un diagnostic tardif qui arrive. Et on accompagne ces patients jusqu'à l'âge adulte, donc pendant les premières années de vie jusqu'à l'âge adulte, avec à l'âge adulte des problématiques différentes qui ne sont plus forcément médicales, mais qui vont être sur l'adaptation dans la vie professionnelle ou sur l'accès à un prêt immobilier, par exemple, à l'assurance de son prêt immobilier. Ah, oui. Donc, on intervient vraiment de façon très, très large. Après, on a pour ça, on a un réseau de bénévoles, donc on a 60 bénévoles partout en France qui sont des référents, qui sont recrutés, qui sont formés tout au long de leur parcours de bénévolat pour accompagner ces patients et ces familles de patients, notamment sur tout ce qui est information du patient, et puis accompagnement et prise en charge même psychologique. On a des psychologues qui nous forment, puisqu'on a aussi cette partie-là, cet aspect-là, d'accompagner des familles tout au long de leur parcours de soins. Donc ça, c'est la première activité, c'est vraiment le soutien aux patients et aux familles via de l'information, parce que c'est très important pour se prendre en charge de s'informer. Et puis, on soutient les structures hospitalières. C'est comme ça qu'on s'est connus, hein. Je vais peut-être pour parler de quelque chose de très très concret. Donc nous, on était avec Pee Weaker à l'hôpital cardiologique. Pee Weaker qui était un peu entre la vie et la mort pendant de longs mois, comme c'est souvent le cas dans le cadre de cardiopathie un peu complexe. L'association Petit Cœur de Beurre venait s'occuper des enfants. Nous étions là-bas à l'époque de Noël, donc vous aviez fait des cadeaux aux enfants. Enfin, bon, Pee Weaker était bébé, c'était moins. Mais il y avait des patients qui avaient 8 ans, qui avaient 6 ans, qui étaient tout seuls dans leur chambre toute la journée. Enfin, c'était vraiment très dur de les voir. Rien que pour nous, en passant dans le couloir, c'était vraiment très dur. Et il y avait l'association qui venait leur apporter un peu de réconfort et de chaleur. C'était vraiment très beau. Et puis les parents aussi. Alors ça, quand on est parent avec un petit enfant comme ça très malade, on a tendance à s'oublier complètement et à n'être que, je sais pas comment dire. Je pense qu'on se réduit à la maman d'eux ou le papa d'eux. Ouais, et encore, parce que papa ou maman, on s'occupe de l'enfant, là, on peut même pas s'en occuper, parce qu'on peut pas le toucher, il est branché de partout. On est vraiment rien, on est juste là. Et d'un autre côté, on peut pas décrocher, on sert à rien,
à part donner de l'amour. Et on peut pas non plus décrocher de cet endroit. On peut pas lâcher la place en quelque sorte. Et, et Petit Cœur de Beurre était venu et vous aviez fait venir une équipe de masseurs, je me souviens, Oui, on le fait pour les parents. Et oui. donc évidemment, quand vous venez nous voir et qu'on est là à côté de notre enfant très malade, on dit non, non, bah, c'est bon, ça ira, et, hein. Et puis bah, en fait, on finit par, vous savez, nous donner les bons mots pour qu'on aille se faire masser. Et c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Donc moi, c'est comme ça que j'ai connu Petit Cœur de Beurre. Donc c'était la petite aparté personnelle, Gaëlle. Ouais, mais c'est super parce que c'est concret ce que tu dis aujourd'hui, Marion, c'est que quand on agit au sein de l'hôpital, on agit pour redonner sa place aux parents et pour lui donner un petit peu de répit parce que tu te dis, on peut que donner de l'amour, mais en fait, c'est vital, surtout pour un bébé en bas âge, l'amour, c'est vital, hein, vraiment. Donc, Ouais. déjà, nous, on est là pour redonner confiance aux parents en disant, mais oui, votre place est importante parce que votre enfant a besoin de votre amour. Et puis, on est là pour permettre aux parents d'avoir ces petites bouffées d'oxygène ou aux enfants d'avoir aussi ces bouffées d'oxygène. Ça peut être des marionnettistes, des conteuses, plein d'activités pour les enfants et puis des activités pour les parents avec des ateliers massage. On a de la réflexologie, de la sophrologie. Donc, on intervient dans tous les hôpitaux du réseau M3C, qui est le réseau de référence, où il y a les 20 centres de compétences en France, pour pouvoir proposer ce type d'animation à l'hôpital. Et puis, on vient rythmer. Tu as parlé de Noël. Effectivement, on est là pour Noël, on distribue plein de cadeaux. Là, tous les placards qui sont derrière moi sont remplis de cadeaux pour les enfants. On distribue aussi des petits doudous comme ça. Tous nos bénévoles viennent souvent avec des doudous pour les distribuer. Et puis, on fait aussi du bien aux soignants parce que les soignants aussi ont besoin. Donc, on a mis en place des projets pilotes avec certains hôpitaux pour faire des ateliers de bien-être pour les soignants, pour voir si ça peut avoir un impact dans la prise en charge des patients et on voit que c'est le cas. D'accord. Ouais, bah, je comprends parce que aussi, c'est quand même des services, c'est des services, comment dire, où voilà, la tension est permanente, ils sont toujours sur le feu, c'est des enjeux de vie et de mort très, très, toute la journée, toute la nuit. Donc effectivement, je peux comprendre qu'ils soient sensibles à ce genre Oui, tout à d'action. fait. Voilà. Oui. Et la dernière activité de l'association, c'est le soutien à la recherche médicale. Mhm. On finance chaque année, on fait des collectes de fonds pour financer des projets de recherche, pour mieux comprendre d'où ça vient ou mieux se préparer. Ça peut être souvent, quand on imagine la recherche médicale, on voit des gens derrière leur microscope, des médecins derrière leur microscope. Il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas, c'est loin d'être le cas. Ça ne se passe pas toujours derrière un microscope. Aujourd'hui, ça se passe beaucoup derrière un ordinateur avec la collecte de data. Les banques d'ADN aujourd'hui, si on vous propose un programme de recherche, il faut absolument y participer. C'est important parce que ça nous permet, en croisant ces données, de pouvoir voir s'il y a un lien entre certains environnements pour pouvoir mieux comprendre d'où viennent les cardiopathies congénitales. Mhm. Je vous donne un exemple de ce qu'on peut financer, notamment sur la recherche. On a financé pas mal la modélisation en 3D de cœur. Et par exemple, ça, c'est des imprimantes 3D qui font ça. Donc, on en finance pas mal dans les hôpitaux. Ça permet on fait une IRM, un scanner, et on peut ainsi modéliser le cœur d'un enfant. Donc ça, c'est l'enfant. Est-ce que tu as une idée, Marion, de quel âge peut avoir un enfant C'est les grandeurs nature, hein, Alain. La question bien piège là. Allez, 2 ans. Ouais, t'es pas très loin. Tu vois, normalement, ton cœur, il fait à peu près la taille de ton poignet, de ta main, comme ça. Donc, D'accord. c'est un peu moins, effectivement. Et donc là, ça permet aux chirurgiens de mieux comprendre la malformation, de mieux voir, de mieux se préparer pour certaines malformations complexes. Et puis, ça permet aussi aux chirurgiens de présenter ce cœur à des parents pour leur expliquer aussi concrètement, parce que je sais pas, c'est parfois compliqué pour certains parents euh, de visualiser la malformation. Et ça, on le fait aussi avec des enfants. Quand on fait des événements ou autres, on utilise plutôt des cœurs comme ça, Mhm. où on a des professionnels qui viennent et qui expliquent à l'enfant, bah, tiens, toi, tu as une tétralogie de Fallot. Alors, la tétralogie de Fallot, bah, tu vois, il y avait ça qui n'était pas au bon endroit. On a remis au bon endroit. Donc, on utilise des petits outils comme ça
améliorer l'information du patient. Mhm. Ok, super, super, super. Et est-ce que vous avez parfois aussi des missions plus ponctuelles? Je pense notamment en ce moment, là, je vous vois très, très, très actif sur la période du coronavirus. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, effectivement, il y a certaines activités qui sont plus ponctuelles via notamment des événements qu'on fait plus ponctuellement, des événements de formation des professionnels de santé, puisqu'on aime bien travailler avec les professionnels de santé sur certains sujets. Donc, on essaie de faire des formations auprès de ces professionnels de santé, des journées de formation et d'information pour les soignants. Et puis, par ailleurs, en ce moment, on a un programme un peu particulier. On a débloquer des enveloppes d'urgence pour répondre à des problématiques terrain liées à l'épidémie du coronavirus. Donc, on finance des choses qu'on n'a pas l'habitude de financer. Par exemple, il y a beaucoup de familles qui se sont retrouvées sans maison des parents. Partout où il y a des centres de chirurgie en France, en cardiologie pédiatrique, il y a des maisons des parents, des endroits où on peut accueillir les parents. Et là, beaucoup de ces maisons ont fermé. Donc, il a fallu trouver des solutions d'hébergement pour ces parents. On a créé des partenariats avec des hôtels à côté de l'hôpital, de façon à avoir déjà un tarif un peu réduit. Et puis, nous, on prend en charge une grande partie du financement de cet hébergement. Donc, ça permet aux familles de pouvoir trouver un toit, au moins pendant une semaine, le temps de se retourner. Du moins pendant la période de réanimation, où on ne peut pas forcément dormir avec son enfant. Et puis, on a financé des choses qu'on n'a pas l'habitude de financer. Par exemple, normalement, on ne finance pas de matériel médical au sein de l'association, puisque ça doit relever de l'État de financer le matériel médical. Là, on s'est vite rendu compte qu'il y avait, de toute façon, même les marchés publics, normalement, les hôpitaux doivent passer par des marchés publics. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'était un peu en mode guerre. Et donc, nous aussi, on a monté une unité de production de visières de protection en 3D via un partenariat qu'on a fait avec une entreprise qui, à la base, fabrique des bonbons personnalisés. Donc, on a trouvé des solutions comme ça. La créativité. Mais complètement. Et puis, par ailleurs, on a financé des surblouses pour pouvoir protéger les soignants. On a financé des paniers de fruits bio pour que les soignants puissent avoir des fruits et des légumes. On finance des paniers de denrées de première nécessité pour certaines familles qui sont en grande difficulté financière parce que ils ont été envoyés sur un centre de chirurgie très loin de chez eux parce que l'autre a été réquisitionné pour des urgences Covid adultes. Donc, on a essayé de répondre vraiment à des problématiques terrain. On a financé des saturomètres pour l'hôpital Pompidou à Paris parce qu'il fallait mettre en place la télémédecine, mais une télémédecine sans pouvoir prendre la saturation, c'était compliqué. Donc, pour éviter aux patients de venir à l'hôpital, on a financé ces saturomètres. Voilà, on a répondu à des problématiques terrain et c'est vraiment, je crois, la force des associations aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler main dans la main avec les professionnels de santé dans la construction de ces projets et puis aussi dans la construction des parcours de programmes d'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, ça te parle, Marion, l'éducation thérapeutique? Oui, bah nous, on est un peu, on a été très éduqués thérapeutiquement, si je peux dire, Oui, puisque Puy-Wicker est à l'hôpital à la maison, donc voilà, on est assez au courant. Mais explique-nous effectivement pour ceux qui t'écoutent et qui ne sont pas dans ce cas-là. L'éducation thérapeutique, c'est l'information du patient, c'est de pouvoir lui donner un maximum d'informations pour qu'il puisse être autonome et acteur surtout de sa pathologie ou de sa maladie ou de sa malformation. Donc, nous, on est régulièrement sollicités par des professionnels de santé pour construire les programmes d'éducation thérapeutique puisque le médecin a sa propre vision, mais le patient a sa propre vision et nous, on se fait le porteur de la voix du patient. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir les associations de patients pour leur expliquer vos problématiques pour que nous, associations, on puisse travailler avec les médecins sur des sujets comme la prévention des comportements à risque. Par exemple, aujourd'hui, il y a un grand sujet dans les cardiopathies congénitales, c'est la prévention de l'endocardite, qui est une infection du cœur, qui a été pendant longtemps un peu mis de côté. Et finalement, quand on a, vous voyez, sur un cœur, on a des valves qui sont ici. Et parfois, elles sont défaillantes, ces valves. C'est des malformations cardiaques. Donc, on est obligé de les changer et de mettre des valves mécaniques. Mais quand on a une valve mécanique, elle peut s'infecter. Elle a plus de chances de s'infecter. Et ça s'infecte notamment via une mauvaise hygiène bucco-dentaire, puisque les dents sont intimement reliées au cœur, ou une plaie qui serait mal désinfectée, ou un ongle incarné, des choses toutes bêtes. Mais
il faut que les patients soient informés de ça. Donc, on travaille avec des professionnels de santé sur comment prévenir l'endocardite et comment informer le patient. C'est ça l'éducation thérapeutique. Donc, très bien. Eh bien, écoute, Gaëlle, merci pour tous ces renseignements sur la belle association et dynamique association Petit Cœur de Beurre. Merci. Et puis, on reste en étroit contact pour suivre tous ces sujets. Un grand merci, Marion. À bientôt. Bye bye.